Donc le titre de l'exposé, c'est De l'eau et des hommes. Donc je pense, oui, l'originalité, c'est que on est un peu, bon, c'est la recherche scientifique certes, mais on est quand même très, très au contact des opérateurs. Donc tout ce qu'on fait, c'est toujours dans une perspective de développer des outils opérationnels, in fine. Donc voilà, alors deuxième diapo un peu formelle, mais c'est important je pense. Donc je vais rappeler le cadre dans lequel ces recherches sont faites depuis 20 ans maintenant au Maroc. Donc c'est une collaboration nord-sud entre au Maroc, donc l'université de Marrakech essentiellement on va dire, et puis l'IRD côté français. Bon, récemment il y a l'université Mohamed VI de Ben Guerir, une université privée qui s'est greffée avec des gros moyens pour développer les activités. Voilà, ça c'est le côté universitaire, mais surtout l'originalité assez forte de nos travaux, c'est que depuis le début, depuis 20 ans, en fait, on est en lien assez étroit avec des opérateurs de gestion locale. Ici, là en bas, c'est l'Office de gestion de l'irrigation. Et puis, et ici, l'Agence de bassin hydraulique. Alors, au départ, c'était assez intéressé parce qu'on disait, tiens, ces gens-là ont des données qui pourront nous intéresser pour travailler, donc ce serait bien de les mettre dans la boucle. Et en fait, c'est aussi extrêmement utile pour se stimuler mutuellement, à la fois parce que leur questionnement stimule la recherche et la recherche, les fait avancer dans ce qui pourrait éventuellement améliorer. Voilà. Alors le système dans lequel on travaille, c'est le bassin versant du Tensift. Donc par rapport au bloc diagramme qui avait été envoyé par Jérôme pour positionner les recherches, en fait c'est un peu tout finalement. Nous on est en transversalité. Alors on est essentiellement thématique eau, mais on s'intéresse à tout, c'est-à-dire depuis le sommet du Toubkal à 4167 mètres jusqu'à la plaine, jusqu'à Marrakech, 400 mètres d'altitude. Donc déjà ça fait un gros contraste d'altitude. On s'intéresse à tout le bassin. Alors ce bassin, on considère que c'est cette zone, le bassin du Tensift, il fait à peu près, bon là il est carré, mais il n'est pas carré, il fait à peu près 22 000 km². Il est représentatif de beaucoup de bassins versants semi-arides, méditerranéens et ailleurs. Alors, et celui-là est vraiment typique. Donc il y a une partie haute, le Haut Atlas, qui est une zone, de point de vue hydrologique, est la zone de production d'eau principale. Donc qui tombe sous forme de pluie et de neige, on verra. Et donc là, cette eau ruisselle, s'infiltre, etc. et va alimenter soit des oueds, ici des rivières, des ruissellements de surface, soit directement l'aquifère. Ensuite, vous avez la plaine irriguée de Marrakech, qui est une zone essentiellement de consommation. Il pleut, mais pas énormément. Alors au niveau précipitation, dans la plaine, on est autour de 250 mm. En montagne, on est en moyenne à 600. Voilà. Et puis au niveau évapotranspiration, en plaine, on est à 1600 à peu près d'évapotranspiration de référence et à peu près à 1100 mm à 2000 mètres d'altitude en montagne. Donc voilà. Donc, et l'eau en plaine, actuellement, on peut dire que quasiment toute l'eau est mobilisée, il n'y a quasiment plus d'écoulement à la mer. Et 90% de l'usage de l'eau, c'est pour l'irrigation. Donc tout part en évaporation. Et donc voilà le troisième terme de la scène, donc c'est cet aquifère du coup qui, alors étant donné, on le verra tout à l'heure, les développements rapides de l'agriculture est fortement sollicité de plus en plus par l'irrigation et voit son niveau baisser dramatiquement, c'est au moins 1 mètre par an, voire plus, depuis au moins 20-30 ans. Hop. Alors donc, je vais passer rapidement quand même en revue quelques variables hydroclimato pour montrer ce qui s'est passé. Donc, comme dans beaucoup d'endroits du monde, la température au niveau du Maroc a monté de à peu près 1,1 degré depuis la période pré-industrielle. Bon, ça c'est un exemple. Alors ici, l'originalité dans la région, moi je suis pas spécialiste, mais ça s'est fait par palier. On observe souvent dans les stations des chutes. Alors c'est le palier, c'est pas juste un changement d'instrument, c'est un peu partout. On observe ce genre de choses. Bon, à Marrakech, ici, il y a eu une rupture vers 72-73, bing, on a perdu tout d'un coup. On est passé de 280 à peine 200 mm d'eau. Bon, ici, alors, en revanche, sur le Piémont, c'est donc la partie, la plaine au contact des montagnes. Donc ça, c'est une chronique un petit peu plus longue, une moyenne de 4 pluviomètres depuis 69 jusqu'à maintenant, on va dire. Bon, en fait, ce qui frappe plus, c'est la variabilité que les baisses de précipitations. Donc, on parle beaucoup de rarification de la ressource, mais bon, en fait,
il y a quand même de fortes chances que ce soit le résultat beaucoup plus des usages qui se développent que des ressources qui diminuent, en fait. Donc ça, c'est un exemple, c'est assez ponctuel, mais c'est assez intéressant parce que c'est des mesures très rares hein, de précipitations, température qui ont été faites par un observateur pendant 20 ans au niveau d'un refuge. Et pendant cette période, on a observé une augmentation de la température d'1 degré, qui s'est fait assez brutalement d'ailleurs, il y a eu une espèce de rupture là encore. Et cette rupture a été observée sur des stations en plaine également. Hein. Donc ça se fait pas progressivement, mais par palier. Et puis corrélativement, ici, il y avait des mesures de neige qui étaient faites. On avait plus de neige avant et on est passé à une période avec plus de précipitations que de neige pour un même volume d'eau à peu près précipité. Ça, ce sont des mesures de débit des grands oueds en fait, qui sortent de l'Atlas. Donc là encore, ce qui frappe avant tout, c'est la variabilité. Bon, c'est intrinsèque au climat méditerranéen. Mais cela dit, il y a effectivement des tendances. Donc là, il y a des analyses de rupture qui ont été faites. Bon, elles sont à des dates discutables. Mais moi, je trouve qu'il y a une diminution effectivement globale. Hein. Si on regarde le début et la fin, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Mais entre-temps, c'est quand même des successions de cycles. Vous voyez ici, il y a des cycles, des décades sèches qui alternent avec des périodes plus humides. Donc de toute façon, c'est avant tout une très forte hétérogénéité. Donc c'est difficile dans ces conditions de détecter un signal. Il faut vraiment observer sur le très long terme si on veut voir quelque chose de significatif. Ça, c'est l'exemple d'une source. Donc ça, c'est une source un peu particulière qui sort dans la plaine et donc, qui était à peu près tranquille jusque dans les années 2000 et puis qui s'est mis brutalement à baisser également. Hop. Et des piézomètres, donc analyse de piézo. Alors, des piézos situés proches des montagnes, donc proches de la source, pour l'instant ne bougent pas trop. Il y a une petite baisse, mais c'est pas énorme. Et tous ceux qui sont en revanche situés dans la plaine, depuis environ 20 ans, ça chute dramatiquement. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne les usages, qui vont peut-être nous donner une explication. Donc ça, c'est une cartographie, c'est une synthèse de cartographie de l'occupation du sol qui a été faite sur le Piémont récemment à partir d'images Landsat. Hein. Donc vous avez toute la plaine, c'est tout ça là. L'Atlas est ici et cette bande-là, en fait, c'est la partie haute de la plaine au contact des montagnes qui est l'objet d'une agriculture traditionnelle. Et donc on voit quoi? On voit que depuis entre 84 et 2008 à peu près, il ne s'est rien passé. Il y avait une certaine stabilité. Et là, brutalement, sous l'effet des politiques publiques, alors plan Maroc vert, etc., explosion des cultures arborées. En gros, surface multipliée par 4 ou 5 en l'espace de même pas 20 ans, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Même chose dans une zone qui est située en plaine. Donc là, pareil, il ne se passe rien. Une certaine stabilité jusqu'en, pareil, 2008 à peu près. Je crois que c'est le lancement de ces politiques d'incitation au développement de l'agriculture et de l'irrigation. Et là, explosion de la surface en arbres, ici en vert foncé. Également développement des cultures maraîchères d'été. La courbe orange ici, donc qui consomme de l'eau, pastèque melon. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, des arbres aussi caducs, mais c'est un détail. Alors, petit détail méthodo quand même pour ceux que ça intéresse sur cette évolution de l'occupation du sol. Contrairement à ce qu'on présente d'habitude, c'est pas juste 2-3 années prises au hasard dans une série temporelle. C'est là, on a analysé chaque année avec des méthodes qui sont forcément un petit peu brutales parce que rétrospectivement, on n'a pas les données terrain pour faire des choses fines, mais on a l'avantage d'avoir un signal qui est quand même beaucoup plus robuste parce qu'on a, pour quasiment chaque année, on obtient une carte. Et donc, en traçant les tendances, on est quand même beaucoup plus confiant dans les évolutions qu'on met en évidence. Alors, donc ça, c'était le passé. Donc vous voyez que déjà, il s'est passé énormément de choses dans ces zones. Donc, au niveau climatique, il y a effectivement un réchauffement, un petit assèchement, mais surtout un développement monstrueux des usages. Et le futur, il ne s'annonce pas meilleur. Je crois que c'est un peu... J'allais dire c'est comme partout. Non, c'est encore pire en fait, parce que... non, c'est pas pire. Hop, pardon. Non, je pense que c'est pas pire en fait. Comme tous les, voilà, on est à peu près ici, donc ça va se réchauffer forcément. Je crois qu'à terme, si pour un réchauffement global 2 degrés, ça devrait monter de 4 ou 5 degrés. Donc, et actuellement, ils sont à plus 1, 1,5, donc il y a encore de la marge pour. Et en termes de précipitation, là c'est plus délicat parce que vous le voyez, en fait, on est à une zone on est à l'interface entre une zone où ça devrait augmenter et une zone où ça devrait diminuer. Donc longtemps, les modèles ont dit on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et là, actuellement, depuis
en tout cas le dernier rapport, c'est clairement allez, moins 10-20%. À l'horizon 2070 ou 2100, je ne sais plus trop. Donc, voilà. Donc dans ce contexte-là, nous, on est arrivés donc, il y a 20 ans, et donc l'approche, c'était assez classiquement en fait, hein, c'était d'abord d'observer, puisque à l'époque, il n'y avait pas grand-chose comme observation, il y avait même des stations météo, en fait, on n'a pas trouvé d'historique. Voilà, et donc il y avait des mesures de débit des rivières et des pluviomètres, c'est tout. Donc observer, modéliser les processus, ce sont effectivement des éco-anthroposystèmes, hein, là l'influence de l'homme elle est partout, et puis à partir de là proposer des indicateurs, des outils de gestion et puis des outils aussi de projection dans le futur pour prévoir l'impact des changements climatiques. Alors l'approche, notre originalité à nous au CSBO, donc ça a été d'utiliser d'apporter la télédétection spatiale, c'est-à-dire qu'on se base sur une complémentarité entre des mesures de terrain, la télédétection et la modélisation des processus. Donc télédétection et mesures de terrain alimentant les modèles. Il faut bien voir, c'est peut-être une évidence, mais il faut le rappeler quand même, c'est que la télédétection n'a pas prétention à remplacer les mesures de terrain, au contraire, elle en a besoin. Et elle a juste pour objectif, je dirais, d'aider à généraliser ces mesures de terrain et les spatialiser. Donc au niveau des mesures terrain, donc on a mis en place, alors à l'époque je ne suis pas sûr qu'on ait intitulé ça observatoire parce que ce n'était pas encore un terme totalement à la mode, ça venait déjà un petit peu mais ce n'était pas aussi à la mode que maintenant. Donc on a juste installé des stations de mesure un peu partout parce qu'on avait besoin d'observer, quoi, et il n'y avait rien du tout. Donc concrètement, alors là, le réseau actuel il est composé de quoi? C'est une douzaine de stations météo plus 5 pluviomètres simples, qui sont répartis en gros pour moitié dans la plaine et pour moitié dans notre bassin expérimental, l'Areraia ici, donc qui contient à peu près 5-6 stations météo, la même chose en plaine. Donc ça c'est un réseau permanent. En plus on a, alors tous les ans on réalise nous, puisqu'on s'intéresse beaucoup à la végétation et donc à la modélisation du fonctionnement hydrique de la végétation, des couverts cultivés. Donc, tous les ans, on réalise des mesures de flux sur des cultures. Alors, les mesures de flux, apparemment, j'ai cru comprendre que lundi, vous deviez en faire là-haut. Donc, Pardon? Ouais, ok. Bon, de toute façon, je vais montrer les instruments. Donc, ça, c'est des stations qui permettent de mesurer tous les paramètres intéressants sur le fonctionnement hydrique d'un couvert. Donc, ça se fait essentiellement par campagne. Hein. On met ça sur un blé, une culture annuelle, ou alors sur plusieurs années, si on veut observer des cultures permanentes comme des oliviers ou même des zones non cultivées. Le photomètre, c'est pas très important. Alors les débits, tout ce qui est ressources, les débits des rivières, la piézométrie et puis un peu de pluviométrie nous est fourni par l'agence de bassin, dans le cadre de notre collaboration. Et puis également, l'Office de gestion de l'irrigation nous fournit, alors bon, pluviométrie météo certes, mais j'aurais dû rajouter qu'il nous fournit également des données sur les volumes d'irrigation distribués, donc qui sont très intéressants pour pouvoir boucler les bilans sur les zones agricoles. Les échelles d'études, en fait, elles sont variables hein, suivant les objectifs. Donc ça va depuis tout le bassin, bon la mer elle est quelque part par là, depuis tout le bassin ou alors toute la plaine. Et donc la zone intermédiaire, ça va être soit quelques zones agricoles comme ici, on fait sur des périmètres irrigués, on a des approches un petit peu locales. Ce bassin ici de montagne, l'Areraia, sur lequel on a pas mal instrumenté. Et puis sinon, plus localement, des parcelles ici isolées à droite à gauche, où on installe les tours de flux de temps en temps. Alors cet observatoire est labellisé IRD depuis 2015 ou 2016, je ne sais plus. Donc on a un petit soutien financier, qui ne suffit pas, mais qui permet quand même d'aider au maintien du dispositif. Bon voilà, rapidement, parce que je vais revenir, donc les mesures, c'est juste pour illustrer, parce que des photos c'est mieux que des discours. Donc alors il y a des stations, oui, il y a des stations nivales, hein, on a 2 stations qui mesurent avec des géonormes, donc qui mesurent les précipitations, y compris la neige. Il y a des hauteurs, des sondes de hauteur de neige, ici on en voit une, là, une CR50, etc. Alors on a même fait des jaugeages en plus de l'agence de bassin.
Bon, à une époque, on pouvait se le permettre, maintenant on ne peut plus. Au niveau de la plaine, donc tout ce qui est plutôt ici en bas, là, donc voilà, ici on installe des tours de flux, comme je l'ai dit. Alors une autre manière de mesurer l'évapotranspiration, c'est des transects, donc des scintiomètres, c'est des instruments qui permettent d'estimer de mesurer l'évapotranspiration, on va dire, sur des transects qui vont de 1 à voire plusieurs kilomètres. En parallèle, donc il faut installer forcément des sondes d'humidité dans le sol. De temps en temps, on installe aussi des lysimètres, comme des tubes comme ça, là. Donc ça, c'est plutôt... bon, c'est assez rare, mais il y a différents types de lysimètres, mais voilà, on le fait. Et puis également des mesures d'accompagnement sur la végétation. Alors, bon, classiquement du LAI, plus rarement des mesures isotopiques et des flux de sève. Voilà. Donc toutes ces données alimentent une base de données. Enfin, tout est télétransmis maintenant, donc on peut contrôler. Ça, c'est la page web du site qui permet de contrôler à distance que tout fonctionne correctement. Oui, alors juste une petite parenthèse pour souligner les problèmes de métrologie. Quand même, ça, c'est le débit tel qu'il est mesuré actuellement par l'agence de bassin. Bon, c'est pas uniquement leur faute, hein, c'est qu'on est dans des environnements. Vous voyez, hein, le lit de la rivière. Enfin, vous voyez peut-être pas, mais là, on est un peu en crue, donc on a l'impression que l'écoulement est à peu près contrôlable. En fait, ça divague énormément. Déjà, aujourd'hui, il passe de ce côté-là. Parfois, ça peut passer de l'autre côté du pont. Donc, ce sont des cours d'eau torrentiels avec des niveaux extrêmement variables, très difficiles à mesurer. Donc, ça se fait à la méthode traditionnelle, à l'échelle, avec des jaugeages réguliers pour faire des courbes de tarage. Mais ils ont énormément de mal, de plus en plus, à maintenir ce réseau. Et enfin, je sais que dernièrement, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, les échelles étaient complètement isolées, ils ne mesuraient plus rien du tout. Donc paradoxalement, maintenant, où on a plus besoin de mesurer les ressources, de quantifier, le dispositif de mesure est complètement en train de partir à la dérive. C'est un souci. Bon, en même temps, c'est de la logistique, parce que c'est pas évident non plus, dans des conditions pareilles, de mesurer correctement des débits. Alors on pourra en discuter après avec ceux qui sont spécialistes du domaine. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler je vais parler de ce qu'on fait et des applications par ce que j'appelle des enjeux. Hein. Donc, le premier enjeu, ça va être l'étude des ressources en eau en montagne. Le deuxième, ça va être très court. Je vais parler rapidement de ce qui est fait sur les crues, le risque de crue. Donc toujours plutôt en montagne. Ensuite, il va y avoir une troisième partie sur l'usage de l'eau dans la plaine irriguée. Et puis une quatrième, un peu une synthèse à l'échelle de tout le bassin versant, ce qu'on peut développer comme outil, comme modélisation intégrée à l'échelle de l'ensemble du bassin. Alors, en montagne, donc on distingue deux sous-systèmes hydrologiques qui ont chacun leur spécificité et leurs questions et leurs verrous à résoudre. Alors, sur la partie montagne, ici, donc cette partie amont, vous avez donc les précipitations sous forme de pluie et neige, une évapotranspiration et voire une sublimation de la neige, une partie d'écoulement qui se fait en surface. Donc ces écoulements de surface sont mesurés, hein, les débits depuis longtemps, je vous l'ai montré. En revanche, il y a également une partie qui s'infiltre. Alors qui s'infiltre, point d'interrogation, est-ce que ça s'infiltre profondément en amont ou est-ce que c'est des inféroflux dans le lit? Bon, la question n'est pas tranchée. A priori, il y a beaucoup d'inféroflux parce que souvent, ce sont des roches imperméables. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une forte partie de la ressource en eau en fait, qui passe en souterrain. Donc ça, c'est quand même une spécificité très, très importante dans ces régions. C'est contrairement à ce qui peut se passer dans des zones plus humides tempérées, la partie souterraine est extrêmement importante et elle n'est pas du tout évaluée pour l'instant. Donc dans ce contexte-là, l'équation du bilan, c'est précipitation égale évapotranspiration, débit, infiltration. L'infiltration étant, nous on aimerait l'estimer puisque c'est une ressource, puisqu'elle va alimenter la nappe ici, c'est pas perdu, hein, et cette nappe, comme vous en doutez, elle va être ensuite sollicitée pour l'irrigation notamment. Donc pour estimer cette infiltration, finalement le terme manquant, ça va être l'évapotranspiration. Sinon, si vous vous contentez de faire la modélisation des grands-pères puits-débit, en fait, vous allez rater la moitié des choses. Et puis, de toute façon, une modélisation puits-débit ne vous permettra pas de faire la partition entre infiltration et évapotranspiration. Donc, il va falloir améliorer l'évapotranspiration, sachant qu'en zone de montagne, pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on se casse un peu les dents. On a très peu d'informations.
Donc voilà, il y a vraiment un changement d'approche à mettre en place pour passer comme je disais, d'une utilisation plus débit à quelque chose de plus complexe. Alors nous, dans ces parties amont, on se focalise plus particulièrement parce notre obsession c'est la télédétection. Donc il y a la partie suivi du manteau neigeux, donc il y a pas mal de travaux qui ont été faits, je vais y venir. Et puis donc plus récemment, donc pour résoudre cette équifinalité évapotranspiration et recharge, donc ces différents travaux pour estimer l'évapotranspiration en montagne. Bon, en parallèle, il y a également des approches de géochimie qui sont développées par des collègues, moi je connais rien à ça, mais qui ont pour but effectivement aussi de quantifier les flux et notamment les altitudes de recharge et les flux, enfin la fraction entre flux de surface et flux souterrains. Maintenant, donc on va passer à la partie piémont. Donc ce qu'on appelle le piémont, c'est donc l'hydrosystème qui commence ici à la sortie des montagnes. Donc une fois qu'on a passé la station hydrologique, alors je ne l'ai pas dit, oui, la station hydro elle est là, on mesure un débit. Grâce à ces mesures de débit, on a les moyens de caler un modèle pluie-débit qui prendra en compte évapotranspiration et infiltration. Dès qu'on sort des montagnes, donc ici on va considérer que le débit est connu, donc l'équation est un peu différente parce que donc les entrées du système, dans le système piémont, ça va être les précipitations plus le débit entrant ce débit va être mobilisé par l'agriculture irriguée. Et donc une forte partie va être utilisée, mais pas que, parce que donc une partie va être évapotranspirée ici par l'irrigation, mais une forte partie va s'infiltrer également et recharger la nappe. Donc du coup l'équation est légèrement différente, cette fois-ci ça va être débit plus précipitation égale évaporation plus infiltration. Donc là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la recharge, l'infiltration. Donc là, il suffit pour ça d'estimer l'évapotranspiration. Alors, donc, la question est la même qu'en amont, sauf que là, on est dans des zones qu'on maîtrise beaucoup mieux, ce sont les zones agricoles où la pente est assez faible, et donc on sait faire. Alors ici, c'est une illustration de l'intérêt de la télédétection pour le suivi de la neige. Et donc c'est en fait, le modèle SRM qui a été utilisé, c'est un modèle extrêmement simple, un modèle empirique. Et en fait, ce que ça a mis en évidence, c'est que un des premiers intérêts de la télédétection, enfin surtout à l'époque où l'expérience a été faite, c'est que ça permettait de compléter le réseau de mesures qui était très lacunaire. Et en fait, grâce aux images, on détecte des événements qu'on a ratés sur le réseau de pluviaux qui est en général localisé plutôt en bas, quoi. Alors depuis, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que depuis, les produits météo qu'on trouve en accès sur Internet, les produits style RA5 sont quand même d'assez bonne qualité. Et donc, certainement que l'enjeu est moindre. En revanche, il y a toujours alors, à propos de surface de neige, je signale ce produit pour ceux que ça intéresse, qui est disponible sur quelques zones. Il y a l'Atlas, il y a les Pyrénées, les Alpes, je crois. Donc un produit surface de neige qui est fait à partir de Sentinel-2 qui peut être téléchargé sur le site TEIA. Alors la surface de neige c'est bien gentil mais ça reste des surfaces, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalent en eau. Donc la deuxième étape des travaux ça a été de s'intéresser justement à l'équivalent en eau de cette neige. Donc ça ce sont des simulations au niveau d'une station. Et donc là l'originalité c'est que ce travail a été fait, une station, Lucaimeden, qui est à 3200 mètres, on a des mesures d'équivalent en eau. Mais ça a été fait avec des forçages RA5, et donc sans correction. Donc on a été très surpris de voir que finalement ça marchait plutôt bien. Et qu'on avait, forcément c'est un peu, il y a du bruit, mais globalement on est bien dans l'ordre de grandeur au niveau estimation de l'équivalent d'eau de la neige. Et voilà, ça du coup c'est une spatialisation depuis, alors avec Modis j'imagine, depuis 2000, les années 2000. Donc ça c'était pour la neige rapidement. Alors ensuite, je vous ai dit donc l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, le souci c'est quoi? C'est qu'en montagne on a un problème de... Déjà je vais parler de la télédétection. Toutes les méthodes qui fonctionnent bien dans des zones plates pour estimer l'évapotranspiration, à base de bilan d'énergie en utilisant l'information thermique, ne fonctionnent pas bien en montagne parce que y a du relief et donc les forçages ne sont pas bien connus, notamment le rayonnement, la température de l'air encore on peut se débrouiller. Et donc du coup, là ça c'est des travaux qui ont été faits récemment. C'est un premier essai en fait pour supprimer l'effet du relief. Alors ici vous avez en haut des températures telles qu'elles sont observées à partir d'images Landsat.
Et puis ici, ces images qui ont été corrigées en faisant une soustraction de l'effet du relief. Alors quand je dis soustraction, c'était assez compliqué. Bon, en fait, c'est des modèles de bilan d'énergie qui ont été forcés avec des données de rayonnement et température de l'air corrigées. Et en simulant le plat et le relief, on peut mettre en évidence l'effet du relief et le soustraire d'images Aster, Landsat. Et donc on obtient ici une image thermique qu'on peut, en fait, dont tout l'intérêt est qu'on peut l'assimiler, qu'on peut la relier entièrement au processus hydrologique. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que les différences de température qu'on voit ici sont liées simplement à l'hydrologie de la surface. Donc c'est pour ça qu'ici, bon, vous avez des grosses, par exemple sur cette image, avant correction, il y a les effets d'orientation qui jouent énormément sur la température. Et après correction, on voit essentiellement deux zones. Ici, la zone irriguée, en bleu, et puis les montagnes dans lesquelles le sol est globalement sec. Donc ça, c'est une première étape vers une tentative d'estimer l'évapotranspiration directement à partir de satellites. Donc voilà, et sinon, bon, le deuxième, bon, oui, petite parenthèse, puisqu'il s'agit d'observations. Ces travaux se sont appuyés sur des mesures qui ont été faites avec des capteurs low cost. Donc les collègues avaient dispersé des e-buttons dans les montagnes pendant plusieurs mois et qui ont permis d'estimer la température du sol en fait, de manière très fine en spatialisé. Donc ça leur a servi à valider les modèles qu'ils ont développés dans la diapo précédente. Et tout ça pour un coût de 300 €, enfin, uniquement le matériel, hein, donc c'était assez original. Donc ensuite, le deuxième problème de l'évapotranspiration, c'est que vous voyez, au niveau satellite, c'est complexe, c'est un peu chaud. Et au niveau de la mesure, c'est pareil. Dès qu'il y a du relief, Jean Martial sourit. Donc voilà, pour l'instant, les instruments qu'on a ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas été faits pour fonctionner sur des versants. Alors cela dit, vous voyez sur cette vieille carte topo qu'on a trouvé une zone au Maroc, là, un plateau qui est en haute montagne, qui s'appelle le plateau de Tazarart, qui est quasi plat, bien qu'il soit situé à 3850 mètres d'altitude. Donc on s'est dit, ah chouette, c'est l'occasion d'aller se balader. Bon, non, blague à part, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, parce que voilà, là on pourra installer un dispositif de flux. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est allé installer une tour de flux en cet endroit, alors au niveau logistique, c'est pas simple, parce que c'est assez difficile d'accès. Donc, mais heureusement, les mules peuvent monter, donc on a réussi. Donc on a installé ce dispositif. Donc le but, c'est à la fois de mesurer la sublimation de la neige en hiver, et puis pendant les périodes sans neige, d'avoir une mesure d'évapotranspiration. Alors certes, ce genre de surface, c'est pas représentatif de toute la montagne, mais c'est déjà un point de plus que rien du tout, quoi. On aurait préféré évidemment pouvoir mettre ça sur un terrain en pente, mais ça n'existe pas. Donc là, au moins, on aura un point de repère sur une zone caillouteuse, sachant que des zones comme ça, il y en a quand même énormément dans le Haut-Atlas. Donc ça, ce sont les premières mesures qui ont été générées. Alors, on a des gros problèmes logistiques avec dispositifs parce qu'en fait, voilà, on découvre un peu, mais la neige, ça pardonne pas. Alors la première année, la tour a givré et en fait, elle n'est pas bien accrochée, elle s'est effondrée, pendant qu'on a raté tout l'hiver. Et la deuxième année, on pense que ça a regivré encore et qu'il y a des instruments qui se sont tordus, donc qui ont pivoté sur leur axe. Donc le radiomètre, il était à 90 degrés quand on est remonté, donc c'était raté. Et en plus, la centrale est tombée en panne. Donc voilà, c'était... Donc on va tenter une troisième année, voir si Enfin, on a quand même réussi, au moment de la première campagne, à capturer 3 mois, avec une période sans neige, une première période de neige qui a été accompagnée de pas mal de fonte. On voit ici les températures en bas. Puis ensuite, une période où il faisait assez froid, on considère qu'il y a eu de la sublimation. Donc quand même, alors ces données sont en train d'être exploitées, mais on pense pouvoir en sortir quelque chose. Mis à part ça, donc, le système de flux fonctionne très bien, malgré les conditions. Sauf quand il y a beaucoup de neige. Alors oui, ça c'est sans doute connu, mais on a découvert que quand il y a du vent avec de la neige, les 10 corrélations ne fonctionnent plus parce que je sais pas, ça éteint le signal. En tout cas, systématiquement, l'anémomètre déconnecte dès qu'il y a un petit peu trop de vent qui transporte de la neige. Alors enfin, et là, je vais vous parler d'une troisième approche qu'on a tenté pour mettre, et toujours pareil, dans l'objectif d'estimer l'évapotranspiration, on s'est dit on va essayer de forcer un modèle, calibrer un modèle à partir d'humidité du sol.
Donc on a installé des sondes d'humidité, alors qui fonctionnent toujours, hein, elles sont depuis 2013, on a des mesures d'humidité qui sont faites à 40 et 10 cm de profondeur sur un versant, vous voyez c'est un espèce de versant de montagne, ça c'est typique, c'est la moitié de la surface du bassin, donc c'est assez représentatif. Et donc on suit l'humidité, alors ici vous avez une année, bon elles se ressemblent à peu près toutes, hein, ce qui est assez frappant c'est le contraste saisonnier, on a toute une période globalement sèche avec des pluies mais qui mouillent le sol mais pas très longtemps, on retombe à un niveau bas. Et puis une période d'hiver ici où le sol est plutôt tout le temps mouillé avec des pics un petit peu plus élevés chaque fois qu'il y a des précipitations. Et donc on a utilisé ces données pour calibrer un modèle extrêmement simple d'évaporation du sol, enfin inspiré de la FAO simplifiée, mais il n'y a pas de végétation, donc c'est voilà. Et donc on arrive à peu près à, donc ça fonctionne pas trop mal. On arrive à simuler à peu près correctement l'humidité aux 2 profondeurs. Mais on s'est rendu compte, enfin oui, c'était un peu logique, ça ne permet pas de contraindre suffisamment l'évapotranspiration. En fait, on a toujours une variation assez importante parce que simplement on n'a pas d'estimation suffisante du stock. 40 et 10 cm, ça ne suffit pas. Bon, il y a beaucoup de cailloux, c'est difficile de creuser, mais il faudrait aller voir un petit peu plus loin pour avoir une idée de tout le volume de sol qui est réellement mobilisé par l'évapotranspiration. Bon, cela dit, on a quand même poursuivi. Bon, ça, c'était un stage de master, donc il fallait bien qu'il travaille. Du coup, il est allé jusqu'à une estimation par des méthodes un petit peu, bon, on va dire à la louche. C'était le but, hein, c'était d'estimer la recharge totale au niveau de l'Atlas. Donc le but, c'était à partir de ces mesures d'avoir l'évapotranspiration et d'en déduire toute l'eau qui s'infiltre au niveau du Haut-Atlas et qui va directement rejoindre la nappe. Donc qui passe entre guillemets sous la station de jaugeage de débit. C'est la fameuse alimentation souterraine qu'on ne voit pas, quoi. Alors, cette valeur, au Maroc, ils appellent ça des abouchements. Cette valeur, en fait, si on consulte toute la bibliographie, en fait, on trouvait des valeurs dans les rapports hydro qui allaient entre 0 et 220 millions de mètres cubes. Donc pour dire que, en fait, on était dans le brouillard complet, quoi. On est toujours d'ailleurs. Donc alors pas mal d'études qui la considèrent très faible, des études beaucoup plus élevées. Bon, nous, on est arrivé ici, à peu près à cette valeur médiane. Bon, voilà, mais il y a encore de la marge d'amélioration. Et donc ça, je crois que c'est... Voilà. Pour finir sur la montagne, donc je vous ai parlé d'une approche géochimique. Donc là, je ne vais pas détailler, je montre simplement le dispositif qui est en place. Donc sur 3 bassins versants, donc il y a le sud de l'Atlas, le nord de l'Atlas et puis le moyen Atlas, parce que c'est plus large que le SNESIFT, hein, c'est une étude plus large. Donc les collègues, ils ont installé des pluviomètres collecteurs, il y en a à peu près une vingtaine, donc sur des transects. Et là, ils font régulièrement donc, des mesures. Donc c'est des pluviomètres qui sont censés collecter la pluie sans évaporation. Et bon, en parallèle, il y a des mesures qui sont faites aussi. Alors, c'est des mesures périodiques à peu près tous les mois, je dirais. Ils font la tournée des sites. Bon, en parallèle, bon, c'est assez classique, hein, les sources, les oueds, les lacs, et puis des échantillonnages de sites dans des forages de nappes. Et les mesures qui sont faites, c'est oxygène 18 deutérium, et on s'apprête aussi à mesurer des gaz anthropiques. À Rennes, d'ailleurs, justement. Voilà. Alors en termes, donc tout ça c'était un peu, je dirais, assez recherche. Maintenant en termes plus appliqués, donc on a fait des simulations avec des modèles hydrologiques assez simples, hein, c'était GR4J, GR2M. Il y a des collègues qui ont simulé l'impact du changement climatique sur la région et bon, c'est quand même, ça vaut le coup d'être vu, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça c'est le stock de neige. Donc l'idée c'est que même pour un scénario, alors c'était les scénarios il y a 10 ans environ, hein, mais enfin ça n'a pas dû beaucoup bouger. Même pour un scénario moyen, on a le stock de neige qui va diminuer de moitié, et sinon il va diminuer beaucoup plus. Donc l'historique c'est bleu, la simulation est en vert ici. Et au niveau des débits, bon, bah, c'est pareil, hein, on aura une diminution très importante. Donc si en scénario moyen, les débits vont être diminués environ de moitié encore par rapport à la situation actuelle, voire plus si on n'arrive pas à contrôler le réchauffement. Donc voilà, ça c'était l'aspect ressources. Donc
le deuxième enjeu que je présente ici, mais il y a juste une diapo, parce que là, vraiment, j'ai très peu d'éléments. C'est juste voilà, pour vous dire que ça se fait. Et bon, actuellement, il y a un GDRI de l'IRD qui s'est mis en place sur cette thématique. C'est la prévision de l'aléa. Donc là, l'enjeu, ça va essayer de caractériser le risque de crue, bon, qui est quelque chose d'important au Maroc, hein, enfin, pas que, ici aussi, hein, vous me direz, mais il y a eu des crues dévastatrices dans les années 90, puis même récemment, il y a 7-8 ans, il y a eu des crues assez dramatiques. Donc, le premier objectif, on va dire, c'est de caractériser l'aléa dans des bassins qui sont jaugés, puis ensuite d'extrapoler à des bassins non jaugés. Donc, spatialisation du risque. Et puis, un deuxième volet d'activité, c'est développer des modèles de prévision, mais opérationnels, hein, des modèles qui fonctionnent avec des forçages météo en temps réel, pour faire de la prévision de crue, en se basant sur... Alors, l'idée, c'est de se baser sur, au maximum sur des produits satellitaires. Pour, alors, bon, les forçages météo, forcément, ça utilise déjà du satellite. Mais là, le but, c'est de tester l'usage de l'humidité du sol mesurée par satellite. Et ça marche plutôt bien. Je ne vais pas vous montrer le résultat ici. Voilà. Par contre, un troisième enjeu sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus, c'est l'étude du bilan hydrique de l'agriculture en plaine. Je suis à combien au niveau temps là ? 35 minutes. Ah oui. Bon. Donc voilà, je commande une liste un peu de tous les sujets qu'on va aborder là, dans cette partie. Enfin, ou pas, d'ailleurs, je pense que je vais focaliser en fait essentiellement sur quelques-uns. Donc, quels sont les enjeux, je dirais, liés au satellitaire dans ces zones cultivées, irriguées ? Alors, un des premiers enjeux, ça va être la caractérisation de l'occupation du sol. Bon, ça, je ne vais pas développer, c'est une activité assez ancienne, puis assez spécifique. Je pense qu'on n'est pas du tout plutôt dans l'analyse de données que l'hydrologie ou la zone critique. Donc la deuxième partie qui est un petit peu alors là c'est un peu le cœur de métier de plus de la moitié de l'équipe avec qui je travaille, hein, c'est la modélisation du fonctionnement hydrique des couverts végétaux. Donc ça on va en parler longuement. En aval de ces recherches qui sont quand même très fondamentales, même si on voit bien les perspectives. Donc en aval de ces travaux, on s'efforce aussi quand même au maximum, enfin je dirais incité par nos partenaires sur place qui ont des préoccupations très concrètes, on s'efforce au maximum de produire des informations en termes de diagnostic de l'irrigation, étude du risque de sécheresse, et également étudier l'efficience d'utilisation de l'eau par les systèmes irrigués. Et puis même de développer ici des outils d'aide à la gestion. Je vais en présenter deux rapidement. Donc à différentes échelles, hein, ça peut être des outils d'aide à l'irrigation pour un agriculteur ou à l'échelle d'un bassin versant. Bam, oh, c'est brutal. Bon, directement, donc pour mener ces travaux sur les systèmes irrigués, donc voilà, on instrumente, hein, comme d'habitude. Donc ça, c'est l'instrument que vous avez installé là-haut. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'en parler trop. Les gens connaissent le principe. Bon, j'en parle vite fait peut-être. Donc ça, c'est une mesure, ce qu'on appelle une station de flux, c'est-à-dire ça mesure en fait. L'objectif, c'est d'estimer l'évapotranspiration. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ici cette espèce d'instrument avec des fourchettes à 3 dents. Là, c'est un anémomètre sonique. Ça mesure les mouvements d'air en 3 dimensions. Donc ça permet de connaître le mouvement d'air, surtout verticalement, quoi. En parallèle, vous avez derrière un instrument qu'on voit ici un peu carré, là, c'est un hygromètre haute fréquence. Parce que voilà, ici on mesure le mouvement d'air, mais à haute fréquence, hein, c'est du 20 kHz ou 20 Hz, 20 Hz. Et donc haute fréquence. Et cet hygromètre aussi, c'est un hygromètre haute fréquence, c'est pas juste un petit hygromètre classique. Donc, bon, alors, sans rentrer dans les détails, on imagine bien que si on est capable de connaître les déplacements d'air et l'humidité de cet air, bon, grosso modo, on va pouvoir estimer le flux d'évapotranspiration. Bon, il y a pas mal d'équations entre les deux, mais voilà, ça fonctionne comme ça. En parallèle, donc en plus de ces mesures, vous avez également une mesure qui est faite du bilan d'énergie. Donc là, vous avez un radiomètre 4 composantes. C'est-à-dire qu'il va mesurer le rayonnement solaire incident et le rayonnement thermique atmosphérique incident. Et la même chose ici en réfléchi dessous.
Donc avec ça, vous pouvez connaître la quantité d'énergie reçue par la surface, le RN, donc le rayonnement net qui est un terme important du bilan d'énergie. Et en fait, l'intérêt ici, c'est que vous avez en fait, le bilan d'énergie, on peut le résoudre avec cet instrument, et on peut en fait contrôler du coup, est-ce que les mesures ici le flux d'évapotranspiration qu'on a mesuré ici est correct ou pas. Et en général, il y a un décalage parce qu'on ne mesure pas tout en fait avec cet instrument. Et ça permet il y a une complémentarité entre ces deux instruments, il y a un contrôle qui se fait. Donc finalement, c'est assez robuste. Alors, oui, ici, ça c'est un autre type d'analyseur, c'est-à-dire cet instrument, ça remplace le truc carré là. Donc ça mesure l'humidité, mais aussi le CO2, il me semble. C'est un irgasson, ouais, je crois. Donc ça, c'est de plus en plus utilisé parce que le CO2 est un thème important. Mais nous, on n'en fait pas du tout de CO2 pour l'instant. Donc le radiomètre, j'en ai pas. Alors voilà, donc ça c'était l'édicorrélation, c'est un dispositif classique ponctuel, vous mettez ça au milieu d'une parcelle. La seule contrainte c'est d'avoir une zone quand même qui va au moins à 50-100 mètres autour homogène, sinon... parce qu'en fait l'instrument mesure les caractéristiques de l'air là où il est, mais l'air qu'il reçoit provient de la direction du vent en fait. Donc ça peut tourner en fonction de la direction du vent. Donc vous devez faire ça sur un site assez large. C'est pas comme une station d'humidité du sol qu'on peut mettre dans une pelouse de 10 mètres carrés, quoi. Il faut avoir un champ de plusieurs hectares, typiquement au moins 2-3 hectares pour pouvoir travailler. Sinon, on peut viser plus large, donc avec des scintillomètres comme ici. Donc ça, le scintillomètre, c'est un instrument qui mesure uniquement le flux de chaleur sensible. C'est-à-dire que lui, il ne mesure pas directement l'humidité, il n'y a pas d'hygromètre dessus, mais ça mesure les scintillés. Alors vous avez un émetteur, ouais, d'abord. Cet instrument, en fait, c'est un transect. Vous avez un émetteur, un récepteur. Donc ici, un des instruments, et sans doute que... Alors je ne sais pas si c'est l'émetteur ou le récepteur d'ailleurs. Et donc l'autre est situé quelque part certainement sur les maisons, là-bas, à 1 km. Et donc sur tout ce transect, on va mesurer les scintillations de l'air qu'on peut relier en fait aux turbulences et au flux de chaleur sensible. Et si par ailleurs on obtient le rayonnement net, parce que là on n'a pas de... Alors on peut mesurer le rayonnement net au niveau de la station, mais ça ne sera pas représentatif de tout le transect. Donc si par ailleurs on estime le rayonnement net, et là typiquement on le fait avec du satellitaire, hein, donc sur des transects importants comme ça, on va utiliser les images satellitaires pour estimer RN. Donc par déduction, en résolvant le bilan d'énergie, on va obtenir en résiduel l'évapotranspiration en fait. Et donc le gros intérêt, c'est qu'on fait la mesure non pas sur un point, mais sur un transect d'au moins 1 km. Donc les mesures d'humidité, bon ça c'est du classique, je pense que j'en ai parlé, j'ai pas grand chose à rajouter. Oui, plus original, donc on fait des mesures de flux de sève. Donc en général c'est basé sur des méthodes thermiques, c'est-à-dire il y a différents types, il y a des aiguilles, soit vous plantez 2 aiguilles dans l'arbre et puis vous mesurez les différences de température. En fait il y a une aiguille qui chauffe et puis l'autre qui récupère la température. Et on comprend bien qu'en fait, en fonction du flux de sève, on va récupérer plus ou moins de température au niveau de la deuxième aiguille. Donc on peut estimer le flux de sève. Alors une autre méthode, c'est des manchons. Et ça se met même, vous voyez, ça c'est sur un épi de blé. Hein, ça. Donc pareil, je pense que c'est des méthodes thermiques, il me semble. Et donc on est capable de mesurer le flux de sève à l'intérieur d'un épi de blé avec cet outil. Et ça, c'est intermédiaire sur un épi de maïs aussi, ça fonctionne. Alors, un des gros soucis de ces méthodes-là, ça va être la mise à l'échelle. C'est-à-dire que là, on mesure une branche ou un épi de blé. Donc, il faut être capable ensuite de passer à 1 mètre carré et une parcelle. Donc là, il y a souvent des acrobaties un peu délicates. Et bon, le LAI, c'est du classique. Donc, les mesures isotopiques, parce que, ouais... pourquoi ces mesures sont intéressantes? Parce que le fractionnement se produit de manière différenciée pour l'évaporation et pour la transpiration. Et donc, faire des mesures isotopiques sur l'eau qui est contenue dans le sol, donc la source, l'eau qui est dans la végétation et l'air au-dessus de la végétation, va nous permettre de connaître la partition entre évaporation et transpiration. Donc c'est extrêmement intéressant pour valider, calibrer les modèles qui eux-mêmes, à la base, enfin pour les plus complexes d'entre eux, simulent ces deux termes séparément. Voilà, en simplifié. Bon. Le poromètre, c'est un instrument qui mesure le potentiel foliaire, enfin la conductance stomatique des feuilles. Donc ça aussi, c'est un... Et puis on fait de temps en temps, alors ça j'avoue que c'est pas lié au bilan hydrique, mais c'est juste pour l'anecdote, hein. Il y a des mesures de flux
donc méthane, NO2, CO2, qui sont faits parfois sur des couverts par des collègues qui s'intéressent plus au bilan du carbone. Donc ça, c'est juste une... Oh, j'en parle pas, cette expérience. Enfin, en 2 mots aussi, c'est une expérience de flux. Mais l'originalité, c'est que sur cette station, on est monté très haut pour installer également des capteurs radars et thermiques. Donc là, on a simulé du satellite. Et l'intérêt, c'est d'avoir un dispositif comme ça, c'est qu'on mesure du satellite, c'est pas juste une fois par jour, une fois tous les 5 jours, c'est en continu, quoi. Donc ça permet d'analyser beaucoup plus finement la réponse de la végétation à différents moments de la journée, et donc d'interpréter ensuite les signaux satellitaires de manière beaucoup plus fine. Alors comment on utilise l'information satellitaire dans ce contexte-là? Parce que là, donc, je vous ai montré tout ce qu'on mesure. Donc ça sert à faire fonctionner des modèles de fonctionnement de la végétation. Bon, je ne les ai pas mis parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Je vais juste vous montrer en quoi la télédétection nous permet d'alimenter ces modèles qui permettent de simuler le bilan hydrique et l'évapotranspiration. Donc pour ça, il faut se demander déjà qu'est-ce qui va déterminer l'évapotranspiration d'une végétation. La première chose, ça va être le climat, c'est-à-dire qu'un jour où il y a du vent chaud et sec, on voit bien que ça va évaporer beaucoup plus qu'un jour sans vent s'il fait froid et que l'air est humide. Donc en gros, voilà, toutes ces variables sont fondamentales. La deuxième chose qui va compter, c'est les caractéristiques de la surface, parce que la surface, quelque part, c'est un écran... Enfin, excusez-moi, je vais d'abord commencer par l'eau. Bon, deuxième chose, pour évaporer, il faut de l'eau. Donc l'eau, en général, est stockée dans le sol. Bon, un petit peu dans la végétation, mais proportionnellement, c'est très peu par rapport à ce qu'il y a dans le sol. Donc le deuxième facteur, en plus du climat, ça va être quelle est la quantité d'eau disponible dans le sol. Et troisièmement, ça va être ce qui se passe à la surface, qui fait la connexion entre le sol et l'atmosphère. Donc elle va être la résistance de cette surface, et donc quelle va être, plus concrètement, quelles sont les caractéristiques de cette végétation. Donc ça veut dire quelle est la quantité de végétation qui est présente, et puis éventuellement, cette végétation, est-ce qu'elle a les stomates très ouverts ou pas du tout ouverts, quoi. Voilà. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que nous apporte le satellite? Alors on va commencer par le milieu. Vous avez la télédétection optique, c'est la télédétection la plus classique qu'on connaît tous, hein, c'est dans les domaines visibles proche infrarouge, donc c'est un peu comme des photos en couleur, quoi. Donc ça nous renseigne principalement, pour nous, hein, l'avantage principal et énorme, c'est que ça nous donne assez précisément la quantité de végétation active présente sur une surface. Bon, ça ne se voit pas à l'œil parce que c'est grâce à la réflectance de la végétation dans le domaine proche infrarouge, mais on arrive à estimer très finement, en gros, l'activité chlorophyllienne d'une surface à partir d'imagerie visible proche infrarouge. Donc du coup, on a une info sur cette quantité de végétation et donc, on dirait, le taux de transpiration potentiel de la surface. La deuxième source d'information très intéressante en télédétection, c'est tout ce qui est température. Donc il y a des satellites. Bon, pour l'instant, pas suffisamment, malheureusement, mais ça va bientôt être corrigé. Donc, il y a des satellites qui mesurent la température de la surface. Et pourquoi la température de la surface est intéressante? Parce qu'en fait, elle renseigne énormément sur les processus hydrologiques. Alors, pour être concret, on va dire que quand vous transpirez, votre peau refroidit. Donc, une surface qui transpire, forcément... évapore de l'eau, donc elle consomme de l'énergie pour la transformer de liquide à vapeur, donc elle va se refroidir. Donc cette surface va être froide. Si la surface est sèche, donc vous en rando, si vous arrêtez de boire, vous allez choper un coup de soleil, vous serez chaud. Donc le blé c'est pareil, il va se mettre à chauffer s'il ne transpire pas suffisamment. Donc c'est une manière un peu imagée de dire que la température peut être reliée via le bilan d'énergie de la surface. Donc il faut connaître aussi le rayonnement incident qui arrive, mais peut être relié plus ou moins, alors de manière plus ou moins, c'est toujours un peu bruité ces estimations-là, mais bon, on peut relier ça à l'évapotranspiration. Et cette évapotranspiration, en fait, si vous mesurez, si vous l'observez à la surface d'un sol nu, vous aurez une information sur l'humidité de surface, et si vous l'observez sur une végétation, vous aurez une information sur l'humidité de la zone racinaire, parce qu'en fait, la plante elle n'utilise pas le premier centimètre, elle utilise l'eau normalement jusqu'à peu près 1 mètre, on va dire. Donc indirectement, ce stress, cette température de la végétation va nous donner une idée de l'humidité de la zone racinaire. Et puis la troisième source d'information utile, qu'on utilise depuis moins longtemps, parce que maintenant il y a un satellite qui tourne, Sentinel-1, c'est le radar.
Alors le radar, c'est un satellite actif, lui il envoie un signal et récupère la rétrodiffusion. Et ce signal radar, il nous renseigne sur... Alors c'est un peu compliqué le radar, c'est un mélange entre la rugosité de la surface, donc en gros la quantité de biomasse, de végétation présente, et même quand il n'y a pas de végétation, ça va être très sensible à la rugosité, est-ce qu'il y a des mottes ou pas, est-ce qu'il y a des cailloux. C'est un mélange de ça et de l'humidité de la surface. C'est-à-dire qu'il est... Bon, voilà, donc c'est un peu difficile à démêler, mais je dirais pour simplifier, on va dire que sur un couvert agricole, si vous donnez un signal radar à un spécialiste, grâce à la télédétection optique, il va être capable de soustraire la partie végétation et il va vous produire une estimation de l'humidité de la zone de la surface du sol. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça fonctionne plus ou moins. Et d'ailleurs, il y a des produits TEIA qui sont actuellement distribués. Donc ils font en gros ça, hein. Ils évacuent la végétation grâce à Sentinel-2 et il vous reste le signal lié à l'humidité du sol. Voilà, donc là on voit quand même bon alors, il faut bien voir que toutes ces informations permettent des estimations plus ou moins fiables, mais en fait la conjonction des trois permet quand même de bien contraindre des modèles. Et donc à partir de là, eh bien, si vous avez un modèle de bilan, un modèle hydrique, on appelle ça un modèle transfert sol, végétation, atmosphère, enfin un modèle de végétation, on va dire, qui fonctionne, eh bien vous pouvez soit l'utiliser en forçage, cette information satellitaire, soit mieux assimiler cette information dans le modèle. Donc le modèle vit sa vie, et puis dès que vous avez une info qui vient du ciel, eh bien, vous l'assimilez pour corriger la trajectoire du modèle. Donc ça, c'est un peu, je dirais, c'est un peu le Graal de tous les gens qui travaillent dans le domaine, c'est d'arriver à des modèles qui fonctionnent bien, qui assimilent tout ce qui vient du ciel dans ces trois domaines. Et c'est vrai que je pense que la moitié des gens du CSBio travaillent là-dessus en ce moment à peu près. Bon, juste pour imager l'intérêt de la télédétection, ici c'est un truc très simple, hein, c'est la quantité de végétation observée sur un blé. Donc ici rien du tout, sol nu, la végétation se développe, donc plus c'est clair, plus il y a de la végétation. Et puis le blé mûrit, et à la fin on voit à nouveau, comme le blé est sec ou voire récolté, il n'y a plus rien, quoi. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que les parcelles ne sont pas du tout synchrones. C'est-à-dire qu'à une date donnée, on a des parcelles qui sont plus ou moins en avance par rapport à d'autres. Hein, donc on n'est pas du tout... les gens qui travaillent sur l'agriculture dans les zones tempérées ont une vision idyllique du monde. En fait, dès qu'on va au sud, l'occupation du sol est complexe, la phénologie est beaucoup plus complexe parce que décalée. Et donc là, le satellite prend tout son intérêt, quoi, pour observer vraiment spécifiquement chacune des parcelles. Bon, ça c'est juste un exemple d'exploitation d'une image thermique pour produire de l'évapotranspiration. Donc ici, alors l'inconvénient du thermique, c'est que, donc je vous dis, vous obtenez l'évapotranspiration à partir d'une info satellite, mais c'est uniquement au moment où le satellite passe. Donc c'est un cliché. C'est comme si on prenait une photo instantanée. C'est même pas la journée. Hein. Le satellite est passé à 11h, vous avez le flux évapotranspiration à 11h. Donc déjà, il faudra l'extrapoler à la journée. Il y a un petit exercice, puis ensuite. Entre deux passages satellites, eh bien, il va falloir faire tourner un modèle de bilan hydrique, sinon ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est un cliché pris le 8 juillet, pouf, une photo, alors qui a été interprétée, je pense, qui a été extrapolée la journée, hein, parce qu'on a des millimètres, et on est sur des valeurs assez fortes, hein, 7 mm d'évapotranspiration ici. Ah oui, en fait, c'est l'accro, oui, je ne devrais pas le dire, mais je ne suis pas au Maroc, là. J'ai pris un mauvais exemple. Donc apparemment, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça transpire beaucoup. Ils ont dû arroser les prairies dans la Bon là c'est pareil, on n'est pas au Maroc, on est en Tunisie. Bon, c'est pas grave. C'est une exploitation de signal radar pour estimer l'humidité des sols. Donc comme on est en zone irriguée, on voit un contraste fort entre les parcelles suivant qu'elles ont été irriguées la veille ou il y a 15 jours, quoi. Mais on serait dans une zone pluviale, on aurait une homogénéité beaucoup plus forte de l'humidité du sol, quoi. Donc là aussi, tout l'intérêt du satellite, hein, parce qu'on capture vraiment la variabilité spatiale, quoi. Donc ça, oui, c'est des méthodes d'estimation de l'humidité qui sont quand même très simples. En gros, c'est des relations... Alors c'est linéaires, bon, je vais pas dire que c'est de simples relations linéaires, mais ça ressemble quand même beaucoup. Et puis c'est le signal, la carte est produite à la résolution du satellite, hein, donc Sentinel-1, satellite radar, il est à 10 mètres. Bon, voilà, on produit une carte à 10 mètres. Alors il y a des techniques beaucoup plus acrobatiques pour estimer l'humidité du sol, qui sont des techniques de désagrégation.
On part d'humidité mesurée à 40 km de résolution, donc on a du travail pour travailler sur les zones agricoles, et par des méthodes un peu rusées de désagrégation. Alors là, on ne désagrège pas beaucoup, mais on va quand même passer de 40 km à 1 km de résolution en utilisant de l'information thermique. Donc je le mentionne parce que dans le principe, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a, en fait, à 40 km, on a une humidité moyenne sur le pixel. Réelle, hein, c'est vraiment une humidité volumétrique. Et en fait, on va utiliser à l'intérieur une distribution plus fine de la végétation à 1 km, une distribution plus fine de la température à 1 km, pour distribuer en fait cette humidité. On va considérer qu'une zone avec de la végétation qui est froide, le sol doit contenir plus d'eau que dans une zone qui est chaude et sur un sol nu. Bon, je simplifie, mais en gros c'est l'idée, quoi. Et donc en faisant des hypothèses comme ça, on arrive en fait à répartir l'information à 40 km sur un pixel à 10 km. Et ça produit ce genre de carte, là. Donc ça, ce sont des produits, il me semble que sur le site Theia, il y a des produits qui sont distribués, des produits dispatch qui sont distribués. Donc là, une petite animation où on voit donc la variation de l'humidité. Alors, dans les zones irriguées, tout d'un coup, c'est un peu plus bleu par endroit. Bon là, hop, un événement pluvieux, donc tout est mouillé. On a vu la pluie passer. Et puis en période normale, on s'aperçoit quand même que c'est plutôt dans les zones irriguées que c'est bleu, parce que là, c'est là qu'il y a le plus d'irrigation. Et en montagne, ici, ça reste toujours un peu humide. Je ne sais pas que ça a été fait quand. Ah ouais, c'est au mois de mars, donc les sols sont plus humides en montagne qu'en plaine à cette période. Voilà. Bon, je pense que je ne vais pas... Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit utile de parler de ça. En fait, j'ai déjà dit rapidement. En fait, c'est plus un résumé, finalement. Donc, estimer l'évapotranspiration par satellite, il y a en gros deux approches. Il y a l'approche thermique que je vous ai évoquée, qui se base sur la température et qui utilise le bilan d'énergie, mais donc qui a l'intérêt d'être, je dirais, de correspondre aux conditions réelles d'humidité du sol, mais qui a l'inconvénient d'être un cliché instantané. Et puis il y a les méthodes de modélisation, donc des modèles hydrologiques plus classiques, mais qui, eux, en fait, ont moins d'informations sur l'humidité du sol, en fait. On peut les initialiser, mais ensuite ils peuvent très bien dériver. On a plus de mal à les contrôler. Donc en fait, le but, c'est de jouer sur la complémentarité entre les deux, c'est d'avoir un modèle qui fonctionne, et puis régulièrement de le mettre à jour et de le remettre dans le droit chemin grâce à des informations issues du thermique. Donc ça, c'est un exemple. Concrètement, ces modèles de simulation d'humidité, comment ça fonctionne? Ils vont prendre... c'est un exemple. Hein. Donc on utilise de l'information satellitaire pour caractériser la végétation. On utilise une carte d'occupation du sol aussi pour distinguer les cultures, parce qu'il y a des paramètres qui vont dépendre des cultures. On utilise d'abord une carte pédologique pour estimer le stockage d'eau dans le sol, on va dire, les capacités de stockage au moins en tout cas. Le forçage météo, donc de plus en plus on utilise maintenant, alors il y a 20 ans on utilisait beaucoup nos stations météo, maintenant on utilise systématiquement des forçages disponibles sur internet, parce qu'ils sont assez bons. Et puis vous faites tourner un modèle, un des modèles les plus simples qu'on utilise, c'est la FAO 56. On l'utilise beaucoup parce qu'il est quand même, il est simple sans être trop simple, c'est le bon compromis ensuite, c'est une bonne plateforme de départ pour ensuite améliorer et assimiler la télédétection. En fait. C'est-à-dire que des SVAT trop complexes, pour l'instant, on n'y touche pas. Et donc ces modèles de bilan hydrique, ils vont vous fournir au pas de temps. Alors nous, c'est en général journalier, mais on peut très bien les faire fonctionner si on a envie au pas de temps horaire. Hein. C'est juste un peu plus lourd et compliqué, mais sur le principe, c'est tout à fait possible. Et donc tous les jours, ces modèles vous produisent une évapotranspiration, vous mettent à jour l'humidité du sol, peuvent vous estimer les quantités d'eau qui ont été apportées dans le sol éventuellement, si vous le demandez, peuvent calculer le drainage aussi. Et donc toutes ces sorties, nous on les mesure justement à partir des données terrain qu'on mesure et que je vous ai montré au début. Et donc la grosse, par rapport à ce schéma, je dirais, classique, donc la grosse perspective, c'est de pouvoir assimiler, comme je l'ai déjà dit, c'est assimiler des informations satellitaires supplémentaires issues du thermique ou du radar, pour mieux contrôler la trajectoire du modèle. Bon, ça, c'était la partie un peu fondamentale, on va dire. Maintenant, en termes d'application, quels sont les enjeux?
Parce que si on développe ce genre de modèle, c'est pas juste pour s'amuser parce que c'est de la physique, mais c'est aussi parce que c'est utile. Et notamment, ça apporte des informations sur la partition transpiration qui est considérée comme de l'eau utile à la photosynthèse et l'évaporation qui est une perte. Hein. Parce qu'il faut bien voir que dans un hydrosystème, très globalement, la seule perte, c'est l'eau qui s'écoule dans la mer et l'eau qui s'évapore. Tout le reste, c'est simplement de l'eau qui circule dans le bassin. Donc voilà, il y a un enjeu pour l'efficacité de l'irrigation. Un des enjeux aussi, estimer la percolation, parce qu'on sait que sous les périmètres irrigués, il y a souvent une forte partie de l'eau qui retourne vers la nappe, mais on ne sait jamais trop quelle quantité. Donc avec ce genre de modélisation, on peut l'estimer. Bon, inversement, on peut estimer, je vais montrer des exemples tout à l'heure, on peut estimer l'eau qui est pompée dans les nappes. C'est-à-dire qu'avec nos modèles, on peut estimer l'eau consommée par une culture. Et en comparant cette eau consommée par une culture à l'eau qui est officiellement apportée, la différence, on sait que ça va être de l'eau pompée plus ou moins officiellement, clandestinement dans l'aquifère. Ça, j'en parle tout à l'heure. Alors de manière, bon ça reste assez physique, de manière un peu plus large, grâce à des outils comme ça spatialisés, on peut évaluer en fait l'impact de politiques publiques et notamment l'impact du plan Maroc vert et du passage à l'irrigation goutte à goutte au Maroc, qui a été développé massivement depuis une dizaine d'années. Et alors les questions qui se posent, c'est la première question déjà, c'est est-ce qu'un système goutte à goutte, même s'il est utilisé correctement, même si ce qui n'est, on verra, n'est pas forcément évident, est-ce qu'un goutte à goutte permet réellement d'économiser de l'eau? Pour l'instant, c'est pas si évident. Deuxième question, c'est bon, et concrètement, est-ce que actuellement les gouttes à gouttes économisent de l'eau? Ça, on verra que c'est pas évident non plus. Et puis, globalement, quel est l'impact de ce système sur l'ensemble de la région? Puisque, bon, je réponds pas tout de suite, on y viendra tout à l'heure. Voilà, la réponse, elle est là. Donc déjà, ça, c'est des mesures qui ont été faites, c'est juste 6 parcelles. Donc sur ces 6 parcelles, il y en avait la moitié qui était irriguée en gravitaire et l'autre moitié en goutte à goutte. Et ben, nous, on a constaté que systématiquement, la parcelle en goutte à goutte gaspillait plus d'eau que la parcelle en gravitaire. Donc ça, c'était intéressant parce que ça montre aux gens, à chaque fois, tous les gens ouvrent des grands yeux en disant « Ah, mais comment c'est possible, le goutte à goutte, machin ?» En fait, c'est un truc tout bête, hein, c'est que le goutte à goutte, c'est juste des tuyaux. Et les tuyaux, ça ne permet pas d'économiser l'eau. Il faut avoir un outil pour maîtriser le bilan hydrique et savoir exactement quand je dois ouvrir le robinet, quand je dois le fermer. Ah oui, mais ça ne suffit pas. À quelle fréquence? Donc, et en fait, c'est pas une énorme surprise. Surtout que les gens qui ont du goutte à goutte, en général, sont des gens qui sont entreprenants, ont des moyens et en général n'ont pas de souci d'approvisionnement en eau. Donc, ils ont des beaux tuyaux, ils arrosent tant qu'ils peuvent, quoi. Donc, voilà. Mais de toute façon, ce qu'on a montré, c'est que même... Et en plus, il y a un deuxième effet pervers du goutte à goutte, c'est que comme c'est un outil très pratique et qui fait gagner en main-d'œuvre, en général, les gens en profitent pour étendre les surfaces irriguées. Parce que on passe beaucoup moins de temps à irriguer une parcelle en goutte à goutte que quand il faut aplanir, creuser des canaux à la main. Et donc il y a une extension des exploitations. Et le troisième effet pervers, c'est qu'il y a une intensification. Puisque les tuyaux sont là, c'est-à-dire qu'on a accès à de l'eau sous pression, on peut cultiver non pas une culture, mais deux voire 3 cultures par an. Donc en fait, au niveau consommation globale, c'est une catastrophe totale. pour épuiser une nappe, rien de tel qu'installer le goutte à goutte. Oui. Oui. Mais ça, c'est bien documenté en plus, hein, parce qu'il y a pas mal de publications qui montrent qui apparaissent depuis quelques années, là, qui montrent ça. Donc, nous, comme je le disais au début, on essaie de temps en temps, pour répondre aux besoins de nos partenaires opérateurs, de proposer des outils, qui sont des prototypes. Hein. Donc ça, c'est un outil, par exemple, qui a été développé par un collègue qui aide à la gestion de l'irrigation à la parcelle. Donc c'est quoi? C'est un modèle de bilan hydrique qui fonctionne en ligne, avec tous les forçages récupérés en ligne, météo, végétation, par satellite, etc. Et l'agriculteur, on lui demande juste d'introduire les quantités d'eau qu'il a mis par le passé. On suppose quand même que c'est pas trop compliqué, mais c'est pas évident, ça. C'est pas si évident. Pour certains agriculteurs, c'est pas évident de savoir ce qu'ils ont mis. Mais voilà, c'est l'hypothèse, sinon on peut pas, sinon ça n'a pas de sens. Donc lui, il introduit juste ce qu'il a déjà mis comme eau par le passé, et à partir de là, on lui fait de la prévision des dates et des doses à appliquer dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent. Voilà. Donc cet outil, on est en train de le tester en grandeur nature là, dans la région du Tensift.
Bon, un autre outil qui a été développé, c'est à une échelle un peu plus large. Cette fois-ci, c'est pas l'agriculteur, c'est le périmètre irrigué. Donc c'est un outil qui spatialise et qui va spatialiser les consommations passées et qui peut faire des estimations de... Bon, c'est un outil concept, hein, c'est-à-dire que on a voulu le faire fonctionner chez un partenaire opérateur, mais en fait, comme il n'avait pas les personnels pour le faire fonctionner, ça s'est arrêté vite. Mais voilà, ce qui permet de gérer l'irrigation cette fois-ci et les volumes d'eau à l'échelle d'un périmètre, à l'échelle saisonnière cette fois-ci. Alors que l'agriculteur, lui, a une vision très au jour le jour. Là, on a une vision saisonnière, on fait le bilan du passé et on se projette jusqu'à la fin de la saison agricole. Donc c'est des exemples d'estimation des pompages ici. Bon, bref. On arrive à peu près à estimer les volumes d'eau utilisés. Ça, c'est au pas de temps annuel, je pense. Bon, il y a encore des problèmes de calibration, hein. C'est beaucoup d'incertitudes, mais grosso modo, on estime à peu près les volumes d'eau consommés par l'irrigation. Voilà, donc je vais passer au 4e enjeu. Ça va être plus rapide, je pense. C'est donc, je dirais, c'est un peu la synthèse de tout ça, hein. C'est-à-dire que si vous reliez... je dirais, la partie estimation des ressources en montagne, consommation de l'eau dans la plaine par l'agriculture, dynamique de la nappe, vous proposez ce qu'on appelle, nous, une modélisation intégrée. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut apporter comme info ? J'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, j'avais anticipé, c'est là que je le montre. Vous pouvez, en fait, à partir d'un modèle spatialisé qui simule le bilan hydrique, vous pouvez estimer l'eau qui est pompée dans une nappe, hein, en résolvant une équation assez simple. Hein, vous considérez que la pluie, c'est connu, l'irrigation de surface, normalement, c'est connu, ça arrive par des canaux qui sont gérés par des opérateurs. L'évapotranspiration, c'est nos modèles qui la fournissent. Donc le solde, en fait, c'est le pompage qui est pratiqué dans l'aquifère, qui lui, par contre, est une inconnue totale dans la plupart des régions du monde. On est incapable de savoir ce que les gens prennent dans les aquifères. Or, c'est des quantités colossales. Donc là, voilà, on a une première approche des pompages. Et ça, c'est un exemple d'implémentation sur un périmètre, donc à côté de Marrakech. Donc les zones rouges, ça veut dire, attention, il y a beaucoup de pompage. Et effectivement, ça correspond plus ou moins à la distribution des puits ici, qui sont les points bleus. Hein. Sachant que la bande rouge ici, c'est pas des puits, c'est des gens qui piquent directement l'eau dans le canal alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Mais, donc comme ils ne sont pas déclarés, on considère qu'ils n'ont pas reçu d'eau, mais en fait ils l'ont prise, donc voilà, c'est un faux pompage, c'est du piratage d'eau dans le canal. Donc finalement, cette carte nous montre qu'on n'est pas trop loin de la vérité dans nos estimations. Et alors c'est d'autant plus intéressant que ici vous avez sur ce graphique les résultats d'enquêtes qui ont coûté énormément d'argent, qui sont faites à la main, qui durent des mois par des gens qui se déplacent sur le terrain pour estimer les pompages. Ils font des campagnes tous les 5 ans. Et ils essaient d'estimer les pompages par des méthodes de consommation d'eau, de débit des pompes, etc. Et en fait, ils se plantent. Ils obtiennent déjà en interne... Les 3 méthodes au niveau de l'enquête donnent des chiffres totalement discordants. Alors qu'avec une estimation satellitaire, donc on voit, c'est les points qui sont... On a des choses qui sont beaucoup plus cohérentes avec les... ici, vous avez l'évapotranspiration estimée par le modèle, l'estimation qui est connue. Donc ça se répartit dans un triangle, ça veut dire qu'effectivement c'est logique, c'est ce qu'on attendait, et la distance à la droite donne la quantité pompée dans la nappe, en fait. Donc si on branche tout ça dans un modèle intégré, donc avec un petit peu de neige, de stock de neige par satellite, donc un petit peu de bilan hydrique satellitaire pour estimer les relations surface-nappe. Donc on peut faire, donc là on a un outil en fait pour monitorer un bassin versant. Donc avec un outil comme ça qui fonctionne, on va pouvoir faire des simulations de type qu'est-ce qui va se passer si je multiplie les surfaces irriguées par 2, si je les divise par 2. On peut modéliser donc les changements anthropiques, on peut modéliser l'impact d'un barrage, on peut modéliser l'impact du changement climatique forcément. Et du coup en conclusion, parce que je vais m'arrêter là, je voudrais dire que ce genre de modèle intégré en fait ce genre d'outil, ça correspond à un concept qu'on voit apparaître depuis quelques années, là, qui est très à la mode, c'est le water accounting. Je crois que c'est la FAO qui a lancé l'idée. Et water accounting, c'est quoi ? C'est de se dire, ils se sont rendus compte que finalement les gens ils gaspillaient l'eau souvent parce qu'ils ne savaient pas où était l'eau, où elle allait, enfin ils ne savaient rien du tout. Donc il faut leur fournir des chiffres.
Et donc, nous fournir de l'information chiffrée à destination des décideurs. Et bon, typiquement, pour ça, il faut avoir des indicateurs, des modèles. Donc, c'est ce que j'ai présenté avant. Et l'avantage du modèle intégré, donc ça, ce genre d'approche water accounting, ça nous amène forcément à une vision, je dirais, systémique de l'hydrosystème. Parce que quelqu'un a dit ce matin, et ça c'est en hydrologie plus que jamais, c'est la réalité, rien ne se perd, rien ne se crée, donc l'eau elle circule. Donc ça permet de se rendre compte, aux gens de se rendre compte que finalement quand on fait des aménagements ou quand on met en place des pratiques, on mobilise pas souvent on ne mobilise pas de la ressource, on la détourne simplement. Donc il est absolument indispensable d'avoir une vision systémique de l'hydrosystème pour pouvoir savoir exactement ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, ce que j'ai vu en water accounting, c'est qu'on en est très loin, quoi. Les gens raisonnent encore. Dès qu'ils produisent un chiffre sur un flux quelconque, ça y est, ils font du water accounting. Je pense que c'est pas du tout c'est pas ça le vrai esprit de l'approche. Vous leur montrez pas ça? On veut pas être partout, on fait le temps qu'on peut. Ce schéma-là? Ce schéma-là, non, parce que celui-là, de toute façon, celui-là, c'est juste un exemple pour montrer. Voilà, l'idée, c'était de montrer que on est sur un système avec beaucoup de circulation en interne, et finalement, les entrées-sorties, il n'y en a pas énormément, et si on arrive à contrôler les entrées-sorties, on a quand même une meilleure maîtrise de l'ensemble. Voilà, je m'arrête là.